Bonjour à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe sur le BTC, sur ETH. On va suivre un peu le marché. En tout cas, tout se déroule comme prévu. Donc toutes les targets que je vous ai données, on est en train de s'y diriger tout droit. Honnêtement, je pensais pas qu'on allait se diriger aussi droit. Je m'attendais plus à des rebonds, genre comme ça, et puis voilà. Mais franchement, bah si le plus vite en fait on y va, et le mieux c'est. Mais je vais vous expliquer tout ça après. Je tiens aussi à vous remercier bah, pour tous les commentaires que j'ai eu sur mes dernières vidéos. Franchement, ça fait super plaisir. Franchement, j'ai pas beaucoup de vues, hein. 140 vues, mais honnêtement, le nombre de commentaires, c'est assez ouf. Bah, merci en tout cas à vous. Et je vais aussi d'ailleurs répondre à deux commentaires que j'ai sélectionnés. Je pense que je vais faire ça à partir de maintenant sur mes vidéos. C'est que je vais sélectionner deux commentaires à chaque fois et je vais y répondre. Donc là, il y en a deux qui sont vraiment intéressants. Mais ça, j'en parlerai à la fin. Donc déjà aussi, on va faire un petit récap de ce que je vous ai dit, donc pourquoi j'ai vu cette target, parce que j'ai remarqué aussi qu'il y en a qui débarquent en fait sur la vidéo et donc du coup qui n'ont pas vu forcément les précédentes et qui n'ont pas donc un récap très rapide. Je vais vous montrer aussi mes mouvements de liquidité, donc qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis en train d'acheter, qu'est-ce que j'ai prévu d'acheter aussi, vendre aussi. Je vais aussi vendre pas mal de trucs, je vais vous montrer quoi et pourquoi. Après, on va voir les news aussi qui sont franchement plutôt intéressantes. Mais en tout cas, on est sur un beau mouvement de capitulation. Allez, on commence tout de suite. Donc, sur le BTC. Donc, le BTC, pour rappel, je vous avais donné une énorme target pour moi qui était les 72K là. 72-73K, donc juste ici. Donc je rappelle vite fait, je fais un petit récap vite fait, donc ceux qui ont déjà vu les précédentes vidéos, vous pouvez limite passer cette petite partie. Je fais un rappel vite fait de pourquoi j'ai choisi cette target là, et pour moi c'est un énorme centre, enfin point d'intérêt qui est extrêmement important, et qui nous attire comme un aimant, mais alors là j'avoue qu'il nous attire, là c'est plus un aimant les gars, c'est, je sais pas, c'est un trou noir, c'est un... Un aspirateur, c'est une dinguerie, parce que je pensais pas du tout qu'on allait aussi verticalement. Mais en tout cas, c'est assez bon signe. Donc première chose, donc je vais vous montrer donc des outils que j'utilise. Alors, je tiens aussi à dire que bah j'avais vu ça dans un commentaire. C'est vrai que en fait, quand vous regardez d'un trader à un autre, bah vous allez avoir peut-être les mêmes targets et pour la plupart on a les mêmes targets, mais on n'a pas du tout les mêmes indicateurs et on n'est pas arrivé à la conclusion. En fait, on arrive à la même conclusion, mais pas du tout avec les mêmes outils. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que moi, des fois, même moi, quand je regarde certains autres traders, leurs indicateurs, ils sont tellement étrangers pour moi que limite, je comprends rien à leurs indicateurs et je sais même pas comment ils ont réussi à trouver la même target que moi. Je sais pas si vous voyez. J'ai vu, par exemple, Crypto Trading. Non, c'est... je sais plus comment il s'appelle. Il y en a un, c'est Captain Trading, voilà. Ils utilisent des outils comme le Chop. Enfin, il y en a certains, les gars, je sais même pas ce que c'est leurs indicateurs. J'y comprends rien à leurs indicateurs à eux parce que je me suis pas penché. Mais moi, en fait, j'ai mes propres outils qui sont pour moi en tout cas très très fiables bah, que j'utilise tout le temps et bah, c'est sur cela que je me base. Donc mes indicateurs ils sont ici, hein, donc on commence par le Muki, le rebound de Muki. Alors attendez, il est où? Il est là, tac. Le rebound de Muki, donc je vous expliquais en fait, donc on va enlever des dessins, voilà. Je vous expliquais la dernière fois les gars que en gros quand on... Attendez, non c'est mieux que je prenne une nouvelle charte. Voilà, on va faire x2. Quand vous voulez une nouvelle charte toute neuve, vous mettez x2 divisé par 2, en fait, vous retrouvez exactement la même charte, mais ça vous crée une nouvelle charte, en fait, annexe. Donc, je vous expliquais sur cette charte-là, en fait, qu'on a 3 ribbons de Miyuki, donc comme je vous expliquais, il n'y a pas besoin de savoir sur quoi c'est calculé ces ribbons-là, c'est comme une voiture, vous n'avez pas besoin de savoir construire une voiture pour pouvoir la conduire. Quand vous passez le permis, vous apprenez pas à construire la voiture avant, vous voyez. Donc là, c'est pareil, vous n'avez pas besoin de savoir de quoi cet indicateur est fait, même moi je m'intéresse parce que c'est ma passion, mais vous n'êtes pas obligé de savoir, en fait, de quoi c'est fait pour l'utiliser. Donc ribbon de Miyuki, donc ce que j'expliquais dans les deux dernières vidéos, c'est qu'on montait comme ça, on hover, donc on est au-dessus, en fait on vole un peu au-dessus du ribbon sur une phase haussière, puis après on vient tester le premier ribbon en haut, donc qui est là. Quand on le casse, qu'est-ce qu'on a amené à faire? On le casse pour aller tester le ribbon du milieu, ok? On rebondit dessus et après on repart sur une phase haussière. Après on revient tester encore une fois et on repart, ok? Donc là, en fait, c'est une configuration qu'on retrouve à plusieurs endroits. Donc par exemple ici on va monter, voilà, on casse le premier ribbon, on revient tester le ribbon du milieu, et là on repart sur une phase haussière, et là on est en train de recasser le premier ribbon, et on est en train de venir être magnétisé vers le ribbon du milieu. Donc voilà, je fais ça en très clair, très rapide. En gros, bah, on est attiré vers les 74 000, 72 000. Donc idéalement en fait, les ribbons lui va avancer comme ça,
et on va venir rebondir dessus. Ok? Donc ça, c'est le premier indicateur. Mais vous allez voir, en fait, on peut pas se baser sur un seul indicateur pour avoir un résultat, mais sur une convergence de plusieurs indicateurs. C'est comme ça qu'on trouve une target qui est pertinente. Donc là, cet indicateur, on l'a vu. On va aller sur un autre, donc Gaussian Channel par exemple. On va se mettre en weekly. Donc c'est toujours la convergence de plusieurs indicateurs sur plusieurs échelles aussi. Tac, et on peut voir quoi? Bah, même configuration. Donc on est sur le Gaussian Channel. Donc là, on vole au-dessus du Gaussian Channel, loin devant, parce qu'on est en bull run, on revient, on teste le Gaussian Channel, on remonte, on reteste le Gaussian Channel, on remonte, et là, quand on réintègre le Gaussian Channel, bye bye, c'est le bear market, ok? Donc là, même chose. Vous voyez bien que on vole loin au-dessus du Gaussian Channel, on revient tester une fois, on revient tester une deuxième fois, et là on repart très très loin du Gaussian Channel, et là on revient magnétiser dessus, ok? Donc là si on étend nous-mêmes en fait le Gaussian Channel, on va se retrouver sur un truc comme ça, et en gros, bah, si on descend tout droit, on va se retrouver encore une fois sur 72 000. Donc vous voyez, enfin en tout cas ça, on a une convergence avec le Miyuki. Là on repart sur la charte normale, et on va encore utiliser d'autres indicateurs pour arriver, trouver en tout cas des points qui nous convergent vers ce point-là. Donc, autre indicateur, on a le CME Gap. Donc le CME Gap d'ailleurs qu'on a quasiment complètement comblé. Donc le CME Gap en fait il se situe juste là. Hein. Donc vous voulez voir le CME Gap, vous faites BTC, vous prenez le futur CME et vous voyez qu'on a un gap qui est juste là. D'ailleurs on n'a toujours pas comblé complètement. Donc il est juste là, donc je l'ai tracé sur ma charte à moi, donc classique en spot pour pouvoir le garder en visuel. Et là on l'a réintégré. Donc ça, en fait ça je vous le disais déjà depuis qu'on était là, hein, les gars, vous avez juste regardé mes précédentes vidéos. Je vous en parlais, on était là encore aux 97 000. Et je vous disais, voilà, ça c'est extrêmement menaçant et on va y aller. Et pendant que tous les autres youtubeurs étaient là à calculer les micro fair value gap ici pour essayer de chercher une raison d'aller directement aux 150 000. Sauf que moi j'étais pas d'accord et je leur disais, enfin je disais en tout cas que c'était ça, on allait y revenir et on y revient. Après, le but, les gars, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est d'être préparé à avoir tort. Voilà. Donc le CME Gap ici, CME Gap qui correspond encore à un autre indicateur qui est la map de liquidation. Donc on va aller sur la map de liquidation du BTC, et là vous pouvez voir en fait les gars qu'il y a un énorme cluster exactement sur ce CME Gap. Donc là vous pouvez voir qu'on a commencé les liquidations, mais on n'est pas encore allé. Alors pourquoi on n'a pas fait tout d'un seul coup, on n'a pas fait une cascade? C'est parce que ces niveaux-là sont extrêmement défendus par des institutions qui ont énormément d'argent. Donc en fait il suffit que ces gens-là défendent leur position pour pas se faire liquider, parce que je peux vous assurer que là en ce moment elles sont pas en train de passer un bon moment. Donc elles sont en train d'essayer de sauver le prix et d'artificiellement entre guillemets maintenir le prix à la hausse pour sauver leur position. Donc voilà, donc un énorme cluster de liquidation qui correspond au CDM Gap, et on a encore un énième indicateur qui nous indique quoi? La même chose. On va partir sur le Fibonacci. Donc il y a une règle. Donc désolé si les gars, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, je me répète vite fait, donc je vous dis, vous pouvez passer un peu cette partie. Mais c'est pour les nouveaux qui arrivent en fait, pour qu'ils sachent où on en est sur l'analyse, donc globale. Donc on prend le plus bas. What the fuck? Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, voilà. On prend le plus bas ici, attendez, le plus bas là, s'il veut bien l'attraper, voilà. Et donc là je vous montre sur un précédent plus haut. En fait, il y a une règle qui dit que on n'est pas en bear market tant qu'on ne casse pas les 0,382, qui est le premier arrêt de Fibonacci, ok? Donc vous pouvez faire ça sur n'importe quel haut. Vous voyez bien que en fait, on va monter, on va retester le 0,382 de Fibonacci, et si on le casse pas, on est reparti pour une tendance haussière. Et bien ça, vous pouvez le faire sur n'importe quel haut, hein, vous trouverez toujours le même résultat. Et là, en fait, on reprend le plus haut qu'on a actuellement, et là, en fait, on a le premier arrêt qui va nous magnétiser, encore une fois. Donc on va monter, chercher le premier arrêt, qui correspond encore une fois à 73 000, pour repartir sur une phase haussière. Potentiellement. Après, comme je vous dis, pour moi, c'est 80% on va monter et 20% on va descendre. Donc toujours se préparer à avoir tort. Mais en tout cas, pour moi, mon scénario, c'est ça. Le bottom, pour moi, il se situe ici, et après, on est reparti pour là. Mais c'est pas impossible que... voilà. Les gars, il faut pas s'enfermer dans un scénario. Donc, on a beaucoup de convergence en fait d'indicateurs qui nous indiquent voilà cette target là. Et là pour l'instant, bah, où est-ce qu'on en est? On n'y est pas encore, ça c'est clair. On a fait une énorme mèche là, et puis après on a remonté, mais comme je vous ai dit, en fait cette chute là, en fait elle peut durer plusieurs semaines. Alors, on peut même avoir un retracement là comme ça, et après repartir. On peut très bien avoir un retracement sur la zone de rechargement de short. Donc je sais pas, on prend le plus haut là, hop, ici, hop.
on peut très bien avoir un retracement jusqu'aux 93 000. Et là, tout le monde se dit, ah, ça y est, c'est bon, c'est reparti to the moon. Les institutions rechargent leur short et après on est reparti pour retester le premier arrêt. Pourquoi? Parce que, regardez, c'est pour ça que je vous dis, c'est faut pas prendre des décisions hâtives. Moi, je suis quelqu'un de très tatillon en fait sur le marché. Je suis pas du tout comme CryptoFace que j'admire beaucoup, hein. Attention, c'est des traders que j'aime beaucoup, mais c'est des mecs qui vont mettre x15 ici, et puis ils vont attendre, et puis après ils vont gagner, et puis après ils vont remettre un x15, et puis s'ils sont liquidés, tant pis, ils ont des ratios en fait, donc 2 pour 1. Ça, c'est pas du tout mon style, même si je respecte beaucoup, franchement, ce qu'ils font, c'est incroyable. Et j'ai pas du tout leurs résultats, hein. Les mecs, ils font des trades à 150 000 $ de profit en 2-3 heures. Donc voilà, moi je suis pas du tout à ça, mais pour moi, c'est pas du tout mon style. Mon style, les gars, c'est de prévoir longtemps à l'avance et surtout d'avoir toujours un backup, un scénario backup. Donc, je vous montre ici, par exemple. Donc là, on a chuté pour aller chercher le premier arrêt. À l'époque, les premiers arrêts se situaient ici. Donc maintenant, c'est devenu la zone de rechargement. Et donc, et en fait, on a rebondi pour rechercher le haut du canal et là repartir après, mais 6 semaines après, vous voyez. Donc voilà, pas de précipitation, ma target elle est là, et comme je vous disais, bah, moi je vais placer mes longues au-dessus du premier arrêt ici. Et je commencerai à construire un long. Donc ETH c'est pareil. Alors ETH lui, donc je vous donnais pareil la zone. Je vous expliquais en fait que là le BTC lui il est encore en bull run parce que on n'a pas cassé le 0,382, mais les alts en fait elles sont plus en bull run, elles sont en bear market, elles sont en train d'être dirigées vers la zone de rechargement de long. Donc la zone de rechargement c'est 0,618, 0,786. Ok. Et donc on peut voir en fait que c'est un scénario qu'on a déjà vu très très récemment. Donc on monte ici, on vient rechercher la zone de rechargement à 0,618, on rebondit exactement dessus, on va rechercher le plus haut, on vient rebondir sur le premier arrêt, malheureusement on fait un rebond, on ne le tient pas, et on est reparti pour tester la zone de rechargement. C'est comme ça pour les alts en fait, lorsque le BTC lui, tant qu'il casse pas son premier arrêt, on rebondit en général toujours sur la zone de rechargement de longue pour les alts, parce que les alts sont beaucoup plus faibles en fait en général que le BTC. Et c'est clairement BTC qui drive le marché. Donc là, vous pouvez voir en fait qu'on a réintégré un tout petit peu. Et donc le fait qu'en fait qu'on ait réintégré. Alors moi je vous disais en fait hier que ce qui est possible de faire, c'est de venir ici, faire semblant d'aller retoucher et puis repartir. Comme ça crée d'énormes frustrations et les gens sont obligés de racheter plus haut et n'achètent pas sur la zone de rechargement de longue. Bon là, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. On est dans un scénario complètement différent où on est en train de chercher, on a pénétré légèrement la zone de rechargement de longue et là on rebondit, mais ça indique que la chute n'est pas finie à mon avis. Pourquoi? Parce qu'on a un autre indicateur qui nous indique que, donc c'est la zone, c'est les zones de liquidation. Regardez, on a liquidé uniquement le bas de la mèche ici, et là, regardez, on a un creux, et là, après, on a énormément de liquidations qui nous attendent encore juste là. Donc là, vous voyez, chaque ligne, c'est 5 milliards, 4 milliards, enfin, c'est des énormes liquidations qui nous attendent ici. Et donc, potentiellement, dans les prochains jours ou prochaines semaines, parce que bien sûr, on peut très bien faire ça, hein, comme je disais, le marché peut nous jouer des tours, en fait. Il peut très bien faire ça, par exemple, et hop, et après rechercher les liquidations plus tard. Donc, pas de précipitation. On a encore des liquidations ici, et le fait, maintenant c'est sur les ETH, on a des liquidations ici, et on peut très bien aller se diriger pour aller les chercher. Donc attention, 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 ne vous précipitez pas. On n'est pas du tout on n'est pas encore sûr d'avoir trouvé le bottom. Donc pour le BTC, moi je serais rassuré au niveau des 72 000, c'est là où je commencerai à construire mes longues. Donc les longues, je vous montrerai, hein, pour l'instant j'ai vraiment rien fait comme mouvement. J'ai ces 3 longues que je me colporte depuis novembre, c'est les seules que j'ai pas clôturées parce qu'elles sont en perte. Je ne clôture jamais à perte en fait, je déteste clôturer à perte. Donc du coup je préfère me les colporter pendant, je sais pas, 1 an, 2 ans, même, je sais pas, ad vitam aeternam limite, mais ne pas être à perte que voilà. Mais en tout cas, voilà, sur mon long de TH, par contre, j'ai commencé à recharger vers les 2200 quelque chose. Vous voyez, j'ai encore baissé mon prix de liquidation. Donc là, ce que je vous expliquais la dernière fois, c'est que j'avais commencé à ouvrir mon long et j'ai commencé à le construire. Alors moi, vous voyez, comme je vous disais, je suis pas du tout comme CryptoFace où je vais mettre un x15 et puis attendre et puis hop, fermer, ou alors encaisser ma perte. Bah moi, je vais construire en fait sur le long terme ma position, lisser mon prix à la baisse, et lorsqu'on est en profit, bah pareil, je vais la maintenir pendant 2, 3, 4 mois. C'est pas du scalp, hein, c'est pas des positions sur quelques heures. Même si, voilà, comme je vous ai dit, bah il y en a qui sont beaucoup plus gros que moi et qui font ça, et voilà, il n'y a pas une technique qui est mieux que l'autre. C'est juste que moi, c'est pas mon style. Mon style, les gars, c'est de bâtir
une position. Donc je vais long ici, long ici, long ici, long ici, long ici, tac, 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 pour que ça me donne un prix moyen. Donc au début, j'ai commencé ma position à 3400. Là, je suis arrivé à 2912. Hier, j'étais à 2980. Donc clairement, j'ai lissé mon prix déjà à la baisse. J'ai aussi baissé mon prix de liquidation, parce que mon prix de liquidation était de 1600, sauf que si on en fait on a sauf si en fait on a une mèche qui nous fait en one shot comme ça, qui nous fait une cascade, bah en fait ça peut descendre comme ça super violemment et après repartir. Et là, bah, comme ici en fait. Vous voyez, là il y a des gars qui se sont fait liquider pendant la nuit pendant qu'ils dormaient, comme Crypto Future et tout. Et il y en a beaucoup qui se sont fait liquider, ils se sont réveillés et en fait même en ayant placé des ordres de safety ici, bah ils se sont fait prendre avec et en fait ils ont littéralement tout perdu. Donc moi j'ai pas envie qu'on fasse une mèche comme ça et que ça m'embarque tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé mon levier et j'ai baissé du coup, mon prix de liquidation à 1348. Donc ce qui est quand même relativement safe parce que ça correspondrait quand même à moins 40% à partir d'ici. Donc franchement ça va. Donc j'ai préparé aussi de la liquidité pour enfin de théâtre. Tiens d'ailleurs vous voyez les frais qui s'accumulent là, c'est sympa parce que du coup comme on est en funding négatif, ah non là on est repassé en positif, donc là il y a plus de long aujourd'hui que de short, mais hier on était en négatif, donc du coup ça me rapportait un peu d'ETH en frais, donc ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je fais au niveau de mes BNB BTC? Donc en fait hier j'expliquais que donc pour ceux qui débarquent, en fait j'ai un énorme bac de BNB, des BNB que j'ai acheté ici en fait à 27 $ et tout. Enfin, en fait moi BNB, vous voyez les lignes vertes là, ce sont mes points d'achat, donc je suis à plusieurs milliers de pourcents sur le BNB. Et je transfère en fait une petite partie de mes BNB en ETH. Pourquoi? Parce que BNB contre ETH, on est sur des plus hauts historiques. Voilà. Et là, on est en train d'aller chercher le plus haut. Donc là, pour l'instant, en fait, donc là, j'ai commencé ici mon DCA. Donc comme vous pouvez voir, en fait, j'ai commencé mon DCA à 0,20. Là, on est à 0,26, 27. Mais vous voyez, donc j'ai commencé mon DCA. Donc là, voilà, 30 000, 37 000, 24 000, etc. Et donc j'ai commencé à DCA jusqu'à 0,24. À 0,24, je me suis dit, ok, 0,24, il me semble qu'on va potentiellement aller faire un nouveau plus haut. Et donc, j'ai arrêté mon DCA. Pourquoi? Parce que eh ben, j'attends qu'on dépasse le plus haut et que on fasse potentiellement même En fait, regardez, j'ai deux points où je vais DCA ma position, où je vais acheter de l'ETH en fait. Donc là, il est marqué sell, etc. Mais c'est pas du sell, c'est du transfert c'est de la vente de BNB pour acheter de l'ETH. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est je vais acheter une petite partie encore une fois ici, au haut du canal. Donc là, ça va me DCA, et donc du coup, là j'ai un prix moyen de 0,22 et quelques. Et ben ça me mettra mon prix de moyen à 0,24 à peu près. Et une fois qu'on cassera le canal à la hausse, bah là j'aurais eu tort en fait, donc dans ce cas, j'aurais eu tort de DCA plus en bas. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore attendre pour encore relisser mon prix à la hausse. Et le jour où, parce que bien sûr, il y aura, on va pas partir en mode vertical à l'infini. Le jour en fait où on va redescendre et qu'on redescend sous mon prix de transfert, et ben je vais récupérer exactement les BNB que j'ai investis dans ETH. Ce qui fait qu'en fait, il y aura un delta entre la valeur de mes ETH et mes BNB. Je vais récupérer exactement les BNB que j'ai investis. Et du coup, bah, la différence, j'aurais eu de l'ETH gratuit. J'aurais récupéré exactement les mêmes sommes de BNB que j'avais. Et en fait, la différence, bah, ce sera de l'ETH gratuit que j'ai. Ça, c'est en fait, c'est une technique qui s'appelle le swing. Et ça nous permet en fait d'accumuler d'un token versus l'autre. Donc deux tokens, par exemple, que vous avez en plus ou moins égale partie. Je sais pas, imaginons, par exemple, je sais pas, on va imaginer, allez, 1000. J'ai 1000 $ de ETH, 1000 $ de BNB, ok? Et ben vous faites l'arbitrage entre les deux. Donc par exemple, vous transférez 50 $ vers ETH le jour où BNB surpasse l'ETH et inversement. Et en fait, en faisant ça, vous transférez tout en gardant en fait la majorité de votre position. Vous transférez une partie de l'un à l'autre comme ça, et ça vous permet en fait d'accumuler de plus en plus. Ça vous permet d'accumuler de plus en plus de tokens de chaque. Parce qu'à chaque fois, il y en a un qui va surperformer l'autre, et dès que vous surperformez l'autre, bam, vous retransférez exactement la même somme, et du coup, en fait, vous regagnez de. Donc voilà, ça c'est une petite technique voilà, que je vous partage comme ça. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment sur BNBETH. Après, j'ai beaucoup d'autres positions, mais les autres positions pour l'instant, j'y touche pas trop parce que la plupart, je suis en perte. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va passer aux news avant de passer aux commentaires. Donc, au niveau des news, donc en fait, on a un truc qui est super intéressant ici, c'est que le prix de production du BTC est aujourd'hui à 87 903. Alors, je vais vous dire pourquoi ça c'est extrêmement bullish.
Il est totalement possible de passer en bas du prix de production du BTC. Ça, c'est quelque chose qu'on peut totalement faire. Je vais vous montrer un truc. Donc, on va mettre x3 divisé par 3 pour avoir une charte neuve. x3 divisé par 3, tac. Ok, donc il est totalement possible, les gars, que le prix de prod du BTC, on passe en dessous. Mais en fait, ça fait que les mineurs vont miner à perte, ok? Sauf que les mineurs ne vont jamais vendre à perte. En fait, une énorme partie de la vente du marché aujourd'hui du Bitcoin, c'est les mineurs, puisqu'ils minent et ils vendent pour faire du profit et financer leur truc de minage, etc. Alors attendez, je vais regarder vite fait avec vous si on n'a pas un prix de... Je sais pas si on a le prix de production de BTC. Voilà, Bitcoin Production Cost. Alors je prends n'importe lequel, les gars, c'est juste pour vous montrer. J'espère que celui-là il est pertinent. Non, je sais pas si en fait sur quoi il est basé exactement parce qu'en fait, en fait en général là il se base, là ça veut dire qu'il se base vraiment sur le truc le moins cher. Donc c'est des pays où non bah attendez, je vais regarder ailleurs. Bitcoin Production Cost. Voilà, average mining cost, je pense qu'on peut trouver là-dessus. Bon, ça, c'est pas un truc que je vous avais préparé, donc désolé si je prends un peu de temps pour chercher. Attendez, je regarde vite fait. Mining. Bon, je connais pas du tout cet indicateur, les gars, j'ai pas pris le temps de me pencher dessus. Euh, Ah si, ok, si, c'est super intéressant. Super intéressant. Je vais vous montrer un truc. Donc, regardez bien. Là, vous regardez en fait dans le carré là qui montre. Donc, vous voyez bien que par exemple là, le Bitcoin average mining cost, donc miner un Bitcoin, ça coûte 4 394 $. Ok? Et là, le prix du Bitcoin était à ce moment-là à 4 134. Donc là, à l'inverse, ici, lorsqu'on était à l'ETH, produire un Bitcoin, ça coûtait 20 000 et vous le revendiez 62 000. Ok? Donc là, il y avait un énorme delta et ça pouvait nous indiquer que on était clairement en bull run. Là, les gars, le Bitcoin average mining cost, il est extrêmement proche. Regardez, là, donc produire un BTC, c'est 87 000, et là, on était à 103 000 à ce moment-là. Et là, en fait, on est en train de repasser sous le prix. Bon, là, je peux pas zoomer, c'est super chiant. Ah si, je zoome comme ça. Mais dommage parce que là, j'aurais bien voulu vous zoomer en fait, mais à l'époque où on était là, et ben lorsque le prix du Bitcoin coûte plus cher à miner que son prix, et ben ça nous indique une phase d'énorme accumulation. Donc par exemple, si vous aviez accumulé ici, bah là en fait vous aviez le bull run jusqu'à 22 000 $, etc. Là pareil, on était repassé en dessous du prix de production, et hop, après on a explosé. Mais pourquoi en fait il y a eu ce phénomène-là? Bah c'est tout simplement que les mineurs arrêtent de vendre. Lorsque le Bitcoin passe en dessous du prix du BTC, du prix de production, les mineurs arrêtent de vendre. Donc du coup, il y a une énorme pression vendeuse qui n'existe plus sur le marché. Aujourd'hui, oh là là, la vidéo elle commence à être longue, 23 minutes. Donc désolé les gars, c'est un peu long, mais ça sera une information importante en fait. Les mineurs, par exemple, donc si le prix, par exemple, là, il est à 87 000 $, bon, je fais un truc comme ça, ils arrêtent de vendre. Donc là, la pression vendeuse, là, elle n'existe plus qu'en spot. Donc le spot, c'est quoi? C'est les ETF, c'est le retail et les gens, bah, les petits portefeuilles. Et donc, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que une énorme partie de cette baisse-là est artificielle, finalement. Donc, ça indique aussi que bah, le prix va remonter, et tant que le prix n'est pas remonté, il n'y aura pas de pression vendeuse. Je sais pas si, là je m'exprime un peu mal, désolé, j'ai pas pris de café encore, parce que là j'ai dormi super tard. Là je me suis réveillé à même pas 2 heures, parce que j'ai passé la nuit à surveiller le marché, parce que je voulais absolument capturer une mèche si jamais sur mes targets. Mais bon voilà, presque. Donc en fait, si jamais le prix de production par exemple, il est comme ça, voilà. Et bah, si jamais le prix il passe en dessous, et bah, il y a beaucoup moins de pression vendeuse, et du coup le prix est largement plus propice à monter. Donc en gros c'est un signal extrêmement bullish. Voilà, je vais m'arrêter là sur cette explication parce que j'arrive pas à vous l'expliquer de manière claire, j'ai pas les idées claires. Ensuite, on a une autre chose qui est super intéressante, c'est que Trump est en train de déposer la marque Trump pour créer un métaverse. Donc ça c'est super intéressant parce que Trump a aussi créé World Liberty Financial, donc c'est une plateforme où ça va être un DEX en fait concrètement, ça va être un exchange avec, en fait il est en train de créer littéralement l'équivalent de Uniswap avec
En fait, c'est un équivalent de Uniswap, de AAV, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de services qui vont proposer. Donc, en fait, on voit clairement que Trump est en train de créer un empire sur ça. D'ailleurs, moi, ça, ce token-là, j'en ai acheté 28 000 tokens, ce qui fait à peu près 500 $. Euh, donc, c'est une micro-position, mais je me dis, bon, ce serait pas déconnant d'en acheter parce que j'aime bien ce gars, j'aime bien faire partie de son projet, donc je pense que c'est assez intéressant. Moi, j'ai acheté à 0,15, donc là, 5 fois moins cher déjà, donc là, je suis déjà à potentiellement x5. Et on va finir les gars sur les commentaires parce que bon là je m'étale trop, j'ai pas envie de faire des vidéos de 2 heures, personne regarde après. Campan, donc je les avais mis ici. On commence par ce commentaire-là, donc de Dylan. Bah déjà merci à vous les gars d'avoir mis un petit commentaire. Donc Dylan il nous explique qu'il a acheté du Bitcoin Solana il y a 5 jours pour 50 euros, donc c'est pas très cher, mais est-ce qu'il doit revendre pour ne pas tout perdre? De ne pas perdre ou laisser comme ça et attendre un an en attendant le prochain bull run. Ok. Donc Dylan, très bonne remarque. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'on est tous passés par ça. C'est-à-dire que je vais te montrer un peu ce qui s'est passé pour moi, par exemple sur BNB. Bon, BNB là, c'est pas un bon exemple parce que j'ai acheté ici, donc clairement le plus gros bottom, mais je vais te montrer des positions où j'ai acheté beaucoup plus haut. Donc, en fait, moi, sur le BNB, j'avais acheté ici. Donc, toutes les lignes vertes, en fait, ce sont des prix d'achat. Ok. Donc là, j'ai acheté ici, BNB, à 305 $. On est monté. Mais ça on s'en fout. Mais j'ai gardé, en fait, donc on est là, on est descendu. Alors moi je me disais, bah, est-ce que je dois endurer toute la baisse, etc. Bah je me suis dit, bah je vais pas vendre à perte, ce serait complètement con. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai attendu, j'ai racheté plus bas, donc 275, 231, ce qui m'a lissé mon prix d'achat de cette position-là à la baisse. Et en fait, bah, j'ai enduré certes une baisse ici, mais bah, le jour où c'est repassé en positif, en fait, comme j'avais acheté 3 fois, donc 305, 275, 231, mon prix d'achat n'était plus à 305. Mon prix d'achat, à moyen, il devait être à 260 à peu près. Et donc en fait, bah, à partir du moment où c'est remonté, et bah, j'étais déjà en profit. Putain, il fait chier ce magnétisme. J'étais déjà en profit ici, avant même d'avoir atteint mon prix d'achat de 305. Donc du coup, même en fait, en prenant le fait que j'ai gardé tout là, bah, en montant ici, comme mon prix d'achat était devenu 260 au lieu de 305, et bah ma performance n'était plus la même, même aujourd'hui où je suis en profit. Parce que certes, j'aurais pu garder ma position à 305, attendre et me retrouver aujourd'hui. Sauf que là, j'aurais fait 92 de profit, ok, 92%. Sauf que là, et bah à 200, en prenant mon nouveau prix d'achat, parce que je l'ai lissé à la baisse, et bah je suis plus à 92%, je suis à 123%. Voilà, donc c'est juste pour t'expliquer ça. En gros, si tu veux, si tu n'as plus de liquidité, bien sûr, bah attends, et puis tu revendras en gain un jour, t'inquiète pas. Solana, tu le retrouveras au-dessus des 200 $, il n'y a aucun doute là-dessus, que ce soit aujourd'hui, ou dans 2 ans, ou dans 4 ans. Ça, t'as aucun doute à te faire là-dessus. Mais la meilleure chose à faire, si tu peux, bien sûr, tu n'investis que l'argent que tu peux te permettre de perdre ou encaisser une perte latente. Et bah, si tu peux, par exemple, regarde, imaginons Solana, par exemple, là, aujourd'hui, Solana, il est à combien? Il est à 145, ok. Si tu achetais à 5 jours, on va dire que c'était là, enfin, je sais pas quand c'était, ça devait être à 180. Bah, si jamais, là, on vient retoucher encore la zone de rechargement à 115, si tu achètes 50 à 180, imaginons, et tu achètes 50 à 119, bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lisser ton prix d'achat. Donc, on va faire, merde, comment je peux faire pour calculer ça? En fait, il faut faire une moyenne du prix d'achat. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est 180 divisé par 50. Merde, attendez, j'ai plus le calcul en tête. Oh là, je suis pas concentré aujourd'hui, c'est une dinguerie. Comment je peux faire? Attendez, je vais prendre mon autre calculatrice. Tac. Donc, le prix moyen. Donc, on va mettre 50 $. Le prix moyen. Il y a un de 180 $. 50 $ de sol à 180 et 50 $ de sol à 119 $. Hop. Et en fait, on a, voilà, donc en gros, pour 0, donc 50 $ ici, tu vas acheter 0,27 sol à 180, et ici, tu vas en racheter 0,42 sol, donc ce qui te donne un prix moyen de 143,26. Donc voilà, c'est ça ton prix, ça va être ça ton prix d'achat moyen. Donc en gros, tu auras acheté ici 180,
tu auras acheté ici à 119 et ton prix moyen va être à 143. Et ce qui fait que tu vas être en profit, plus à 180 là où tu as acheté à 5 jours, mais tu vas être en profit dès 140. Après, je dis pas qu'on va pas faire ça et puis après remonter dans un an et dans un an on va réatteindre les 143. Mais ça, c'est un risque que tu es prêt à prendre. Mais ça te permet en fait de lisser ton prix d'achat à la baisse et d'être en profit beaucoup plus tôt. Voilà. Donc le deuxième commentaire, c'était donc Lulu qui nous disait franchement je connais en bourse mais j'ai du mal à comprendre ce que c'est qu'un fair value gap. Déjà merci beaucoup pour ton commentaire, il m'a fait super plaisir. Et ce que c'est qu'un fair value gap. Alors fair value gap c'est très simple. Value gap. Donc on va regarder ensemble. Donc tu regardes dans les images. Il y a sûrement une image qui explique. Oh c'est une blague, il n'y en a pas une. C'est pas possible. Ah attendez. En gros, pour te faire simple, Lulu, c'est que le prix dans le marché, il est censé faire ça. Tac, tac, tac. Ok? Donc en fait, ce que tu remarques ici, ça c'est le prix naturel d'un marché. Donc le prix naturel d'un marché, c'est que, voilà, le prix vient, rebaisse, il fait un plus haut, il revient tester le dernier plus haut, il remonte, et revient tester un peu plus haut. Ok? Donc lorsque tu as un fair value gap qui se forme, c'est lorsque tu fais ça. Attends, c'est comme ça. Tac. Voilà. Et en fait, ce que tu remarques, bah, c'est que regarde, le prix n'est pas venu chercher son plus haut. Et qu'est-ce que ça crée? Ici, ça crée un fair value gap. C'est ça, le fair value gap, en fait. C'est un creux qui a été laissé sans être travaillé. Et donc, du coup, c'est un prix non naturel du marché. Donc, souvent, ça s'est causé à cause bah, d'une imbalance, en fait. Donc, une énorme, comment dire, une énorme, un énorme différentiel entre les acheteurs et les vendeurs. Et en fait, après, tu as un truc qui s'appelle aussi les fair value gap vectoriels. Alors ça, fair value gap vectoriel, c'est lorsqu'en fait, regardez, ça c'est par exemple, ça c'est un fair value gap vectoriel sur BNB. Attendez, je vais enlever mes dessins parce que c'est insupportable. Là, on a clairement un fair value gap vectoriel. C'est-à-dire que c'est un fair value gap qui était tellement monstrueux que on va jamais le chercher. Pourquoi? Parce que après, des fois, on va aller chercher des fair value gap vectoriels, mais c'est juste qu'en fait, là, c'est un fair value gap qu'on n'est jamais amené à combler parce que la masse d'acheteurs est toujours beaucoup plus imposante que la masse de vendeurs à ce moment-là pendant le fair value gap. Et donc du coup, bah, pareil sur BTC, hein, c'est BTC. Oh, quoique BTC, en vrai, devrait, on est toujours allé chercher enfin, on a quasiment. Ouais, on est allé chercher les fair value gap, hein, c'est une dinguerie. Mais en fait, bon là on n'a pas cet historique, mais en fait c'est surtout dans les phases haussières du début du BTC, on avait des fair value gap qu'on ne comblait jamais parce qu'en fait l'offre et la demande changeaient complètement. C'est-à-dire que en gros euh, si vous avez 100 vendeurs, 100 acheteurs, ok? Attendez, est-ce que j'ai encore mes dessins? Non, j'ai plus. Si on a 100 vendeurs pour 100 acheteurs, et ben on fera toujours ça. Voilà. On a toujours un prix naturel du prix. Mais par contre, lorsqu'on a 100 vendeurs et d'un seul coup, pour X ou Y raison, une news sur le marché, ou je sais pas, le truc change de paradigme, genre comme par exemple BNB qui est passé sur la BSC Chain, et bah vous vous retrouvez avec 100 vendeurs pour 1400 acheteurs, et bah là, vous avez le prix qui fait ça. Et là, ce gap-là ne sera jamais amené à être comblé. Jamais amené à être comblé, sauf si un jour, bien sûr, on a un Black Swan où bah, l'offre et la demande changent. Par exemple, je sais pas, la BNB Chain n'existe plus ou j'en sais rien. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est pas, censé exister. Bref, j'ai parlé 1 million de fois trop. Désolé les gars, vidéo énormément longue. Bah, j'espère en tout cas que vous avez appris quelque chose ou alors que vous avez bah, appris de mon biais à moi. Et allez bien sûr chercher d'autres informations, d'autres traders. Ne vous basez surtout pas sur uniquement ce que je dis, d'accord? Le trading, c'est quelque chose où on est un éternel étudiant. Voilà, on apprend toujours des nouvelles choses sur le marché. On est toujours amené à se tromper un jour ou l'autre. Le but, les gars, c'est surtout de ne pas chercher à avoir raison. Ça, c'est stupide. Dans le marché, il n'y a ni émotion ni ego. Les émotions et ego ne sont strictement pas possibles d'exister. C'est un peu comme avec les meufs, les gars. Vous n'êtes pas autorisé à avoir d'émotions. Parce que si jamais vous commencez à avoir des émotions, bah, vous allez le cœur brisé avec les meufs. Bah, c'est pareil pour le marché en fait. Si vous commencez à avoir des émotions, bah, vous allez avoir un portefeuille brisé. Voilà. Donc surtout les gars,
Vous basez pas uniquement sur ce que je raconte. Allez chercher d'autres informations sur d'autres traders et vous voyez bien que chaque trader a complètement des visions différentes. Il y en a qui vont être figure chartistes. Et vous regardez, je sais pas, par exemple, BTC, par exemple, bah, il y en a qui ont, moi aussi je l'ai vu, mais il y avait une pattern qui s'appelait Adam and Eve. Adam and Eve. Voilà. Il y en a qui tradent uniquement avec ça, hein. Et ça marche très bien. Euh, Adam and Eve pattern, par exemple, voilà. Faut regarder. Voilà, c'est une figure qui nous indiquait une baisse. Mais c'est pas parce qu'il y en a un qui va utiliser des outils et l'autre non que l'un va avoir raison par rapport à l'autre. Vous comprenez? Bah, vous basez pas uniquement voilà sur ça. Il y en a qui vont être figure chartistes, il y en a qui vont se baser sur les fair value gap, il y en a qui vont se baser uniquement sur la data, comme par exemple, ou alors sur les zones OTE, zones de rechargement, etc., comme par exemple Crypto Million. Alors moi, j'aime beaucoup ses analyses et tout, parce que ça m'apporte un point de vue complètement différent, mais moi, j'aime pas du tout sa manière de trader. Attention, je dis pas que c'est un mauvais trader, loin de là, il est très extrêmement compétent, extrêmement intelligent, etc. Mais c'est pas du tout mon style, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est pas du tout mon style de me baser sur les zones OTE, RSZ, etc., le plus high qui a été repris, etc. Et souvent, en fait, la marge d'erreur, je trouve que sur ce type d'analyse-là est quand même plus élevée. Il y en a d'autres, des traders par exemple comme CryptoFace, alors eux ils vont se baser sur uniquement un seul indicateur, lui c'est Market Cypher qu'il avait développé. Enfin voilà, bref, tous les traders vont avoir complètement des analyses différentes de l'un à l'autre, qui a rien à voir les unes avec les autres, mais on arrive toujours en général à la même conclusion. Je vous dis, prenez soin de vous les gars, surtout prenez soin de vos liquidités, euh, et faites attention à vos billets. À la prochaine, ciao ciao.